Je m'appelle Théo, j'ai 27 ans. Quand j'ouvre les yeux, je ressens immédiatement le froid glacial qui s'infiltre sous mes vêtements. La douleur dans mes côtes me rappelle que quelque chose de grave s'est produit. Autour de moi, c'est un paysage de chaos, des débris d'avions éparpillés, la neige blanche tachée de débris et de sang. Le silence est étrange, presque oppressant, seulement brisé par le sifflement du vent qui siffle entre les montagnes. Je tente de bouger, chaque mouvement est une épreuve, mais je refuse de céder à la panique. Je me remémore des flashs de l'accident, les cris, la secousse brutale, l'impact. Maintenant, je suis là, vivant, mais à quel prix? Avant ce cauchemar, ma vie était d'une banalité rassurante. J'avais embarqué en vitesse après une journée de travail harassante, pressé de rentrer chez moi pour le week-end. J'avais promis à ma sœur que je serais là pour notre traditionnelle soirée cinéma. Ce souvenir est à la fois une consolation et une torture, elle doit être en train de s'inquiéter, totalement ignorante de ce qui m'est arrivé. Ce lien avec elle devient mon ancre dans cette situation qui semble irréelle. Je me demande si j'aurais pu faire quelque chose différemment, un détail qui aurait changé le cours des choses. Mais c'est trop tard pour ces questions. En observant les environs, je remarque deux autres survivants. Clara, une femme de 32 ans, semble déjà avoir pris les choses en main. Elle est médecin urgentiste, et son calme impressionnant est une bouée dans ce chaos. À quelques mètres, un homme robuste d'une quarantaine d'années, Damien, fouille les débris avec une efficacité militaire. Il a un regard dur mais concentré. Nous échangeons des regards. Aucun mot n'est nécessaire pour comprendre que nos chances de survie reposent sur une collaboration rapide. C'est étrange, mais ces deux inconnus deviennent soudain des figures essentielles de ma vie. Le froid est une menace immédiate, une présence constante qui s'insinue dans chaque fibre de mon corps. Nos réserves de nourriture sont quasiment inexistantes, réduites à quelques sachets de snacks éparpillés dans les débris. Les téléphones sont hors réseau, nous isolant encore davantage. Clara insiste sur la nécessité de trouver un abri rapidement, affirmant que nous ne tiendrons pas la nuit sans protection. Damien, de son côté, met en garde contre les risques d'avalanche. La situation semble désespérée, et chaque seconde perdue pourrait sceller notre destin. La peur me ronge. Elle est là, dans chaque battement de mon cœur, dans chaque souffle douloureux. Je suis terrifié par l'idée de mourir ici, seul et oublié. Pourtant, au milieu de cette panique, une petite voix intérieure refuse d'abandonner. Elle me pousse à me relever, à penser rationnellement, à chercher une solution. Je me répète, reste calme. Concentre-toi, trouve un plan. Chaque pensée devient une étape dans cette bataille contre la panique. Clara m'interpelle et me demande de l'aider à dégager une femme coincée sous un siège. Ses gestes sont précis, rapides, presque automatiques. Pendant ce temps, Damien récupère des morceaux de métal et de bois pour un éventuel feu. Nous échangeons peu de mots, mais les regards suffisent à transmettre l'urgence et la gravité de la situation. Chacun semble trouver son rôle naturellement, une dynamique de groupe naissante qui pourrait être notre salut. Alors que nous travaillons, mon esprit vagabonde vers des souvenirs douloureux. Mes parents sont morts dans un accident il y a 5 ans, laissant ma sœur et moi seuls. Depuis, nous avons toujours été là l'un pour l'autre, un soutien mutuel face aux épreuves. Cette pensée m'envahit, je ne peux pas l'abandonner. Elle est ma famille, mon pilier, et l'idée de ne pas la revoir me donne une force que je ne soupçonnais pas. Je propose de fouiller la carlingue pour récupérer des couvertures, des rations et tout ce qui pourrait nous être utile. Damien approuve et m'accompagne. Pendant ce temps, Clara reste avec les blessés, s'efforçant de stabiliser leur état. Chaque tâche semble essentielle, et nous devons optimiser nos efforts pour avoir une chance de survie. Je sens que l'inaction pourrait être fatale. Dans l'épave, je trouve un sac à dos et commence à y glisser tout ce qui pourrait servir, des bouteilles d'eau, quelques snacks, un briquet, un couteau de cuisine. Damien, quant à lui, s'acharne à arracher des sièges pour obtenir du bois. Le brouillard qui descend sur la vallée ajoute une tension palpable. Chaque seconde est précieuse, et l'urgence pèse sur nos épaules comme un poids invisible. Parmi les survivants, une femme attire mon attention. Sarah, assise à l'écart, semble figée, perdue dans ses pensées. Clara pense qu'elle est en état de choc. Je tente de lui parler, mais elle ne réagit pas. Son mutisme est inquiétant, mais je sais qu'il faudra la sortir de cet état si nous voulons avancer. Sarah devient une préoccupation supplémentaire dans ce tableau déjà chargé. Soudain, le vent se lève, violent et imprévisible. Il emporte des objets et menace de renverser nos maigres préparatifs.
Damien crie, à couvert. Et nous nous abritons comme nous pouvons derrière des morceaux de l'épave. Chaque instant semble fragile, et le chaos environnant ajoute une couche supplémentaire de stress. Le froid mordant amplifie encore notre détresse. En explorant la soute éventrée, je tombe sur des caisses marquées « toxiques ». Mon cœur se serre. Que transportait cet avion? Une peur sourde monte en moi, et je réalise que notre situation pourrait être encore plus dangereuse que prévu. Je décide d'en parler à Damien, qui pourrait avoir une idée de ce que cela signifie. Damien est alarmé par ma découverte. Il insiste pour que nous évitions absolument cette zone, évoquant le risque de fuite chimique. Clara, absorbée par les soins des blessés, hésite à déplacer tout le monde. Ces caisses deviennent une source de tension supplémentaire, un nouveau dilemme à résoudre dans notre lutte pour la survie. Nous convenons de construire un abri à une certaine distance de l'épave pour éviter tout risque lié aux caisses. Damien commence à rassembler des branches pour renforcer la structure. Clara continue de stabiliser les blessés, et moi, je m'efforce de rassurer Sarah, qui s'est encore éloignée. Chaque tâche semble cruciale, et le temps presse. En travaillant sur l'abri, Damien commence à parler. Il évoque son passé militaire, les missions dangereuses qu'il a menées, et les vies perdues qu'il n'a jamais pu oublier. Ces mots sont lourds de culpabilité, mais aussi de détermination. Clara, de son côté, exprime ses angoisses, elle craint de ne pas avoir les compétences ou les ressources pour sauver tout le monde ici. Ses mains tremblent brièvement avant qu'elle ne reprenne son calme habituel. Ces confidences créent une solidarité nouvelle. Nous sommes différents, mais nous partageons un but commun, survivre. Pendant une pause, je me retrouve à regarder les montagnes enneigées. Cela me ramène à un souvenir douloureux, un accident de voiture que j'ai vécu à l'âge de 10 ans. La peur d'être coincé, incapable de bouger ou d'agir, revient avec une intensité dérangeante. Je ferme les yeux un instant, respirant lentement pour reprendre le contrôle. Ce souvenir est paralysant, mais je me force à l'écarter. Ici, je dois agir. Il n'y a pas de place pour la peur. Clara annonce que l'état d'un des blessés se dégrade rapidement. Il a besoin de soins que nous ne pouvons pas lui apporter ici. Damien propose de bricoler une antenne pour tenter de capter un signal radio. Les minutes passent et l'urgence devient palpable. Pendant ce temps, le ciel s'assombrit. Le vent se renforce et une tempête semble imminente. Chaque décision devient critique, chaque erreur pourrait être fatale. Une avalanche. Le rugissement sourd de la neige qui dévale la montagne est terrifiant. Damien hurle, « Courez !» Sans hésiter, je saisis Sarah, encore tétanisée, et commence à courir aussi vite que je peux. Clara pousse un brancard de fortune avec le blessé, sa détermination visible dans chaque mouvement. Nous nous précipitons à l'écart, juste avant que la masse blanche n'engloutisse une partie de l'épave. Quand le silence revient, il est assourdissant. L'avalanche a partiellement enseveli l'épave et une partie de nos ressources. Nous sommes trempés, épuisés, mais miraculeusement indemnes. Clara vérifie les signes vitaux du blessé, et contre toute attente, il est toujours vivant. Damien observe les dégâts avec une expression sombre. Nous savons tous que nous devons quitter cet endroit dès que possible. Cet événement a tout changé. Je me rends compte que je ne peux plus attendre que les autres prennent les décisions. Ici, je dois être actif, prendre des initiatives. Je regarde Clara et Damien, nous sommes une équipe, et chacun dépend des autres pour survivre. Mon rôle est clair maintenant, protéger, organiser, guider. Il n'y a plus de place pour les doutes. Clara termine les soins du blessé, stabilisant son état tant bien que mal. Damien, toujours vigilant, assure la sécurité en éclaireur. Sarah, bien qu'encore fragile, commence à s'impliquer. Elle aide à ramasser ce qui reste des provisions. Nous ne sommes plus de simples individus forcés à cohabiter. Nous sommes une unité, une famille improvisée. Au petit matin, nous entamons la descente de la montagne. Nous avons construit un toboggan de fortune pour transporter le blessé. Chaque pas est une lutte contre la fatigue, le froid et la peur de l'inconnu. Pourtant, nous avançons avec une méthode et une discipline qui semblent nouvelles. Damien prend les devants, Clara surveille le blessé, et moi, je veille sur Sarah, qui s'accroche à moi comme à une bouée. En fin de journée, un espoir inattendu surgit. Au loin, une fumée fine monte dans le ciel. Damien affirme qu'il pourrait s'agir d'un chalet ou d'un camp. Clara partage son optimisme, espérant trouver du matériel médical. Ce signal de vie nous redonne un regain d'énergie.
Nous avons un objectif maintenant, une raison de continuer malgré la douleur. Nous atteignons finalement un refuge. Le feu crépite dans l'âtre, l'air est chaud, et l'odeur du bois brûlé est rassurante. Peu après, les secours arrivent. Je regarde mes compagnons, ces inconnus qui sont devenus essentiels à ma survie. Nous avons traversé l'enfer, mais nous sommes vivants. Une seule pensée me traverse l'esprit, ensemble, nous avons survécu.